Alexandre Marchand a toujours été perçu comme l'avenir de la maison de couture la plus célèbre du pays. Mais derrière le costume cher et le nom de famille pesant, il y avait un homme épuisé d'être aimé pour sa façade. C'est pour cela qu'il a disparu. Il a troqué le luxe contre un tablier et est devenu livreur dans un village côtier oublié par le temps. C'est là qu'il a rencontré Élise. Mais ce qui avait commencé comme un mensonge inoffensif est devenu sa plus grande punition. Parce que cette fois, l'amour était vrai. Le village semblait suspendu dans le temps en cet après-midi étouffant de novembre. L'air sentait le sel, et le son de la mer se mêlait au bourdonnement des machines à coudre dans l'atelier improvisé d'Élise. Elle ajustait les bretelles d'une robe de soirée bon marché quand elle entendit frapper à la porte. Un livreur, en sueur et haletant, tenait un sac avec des barquettes repas. Ce n'était pas le même que d'habitude. Celui-ci semblait perdu. Grand, maladroit, le regard trop attentif pour quelqu'un qui ne livrait que de la nourriture. « C'est bien ici la commande de Madame Dubois ?» demanda-t-il, avec un sourire qui tentait de masquer sa nervosité. Élise confirma, en prenant le sac. « Première fois ici ?» hasarda-t-elle. Il hocha la tête. « Et peut-être la dernière. Ce village semble trop petit pour me cacher. » Elle haussa un sourcil, intriguée. « Vous cachez de quoi ?» Alexandre hésita une seconde. Puis il désigna sa propre poitrine et dit « De moi-même, je crois. Alexandre Marchand a appris très tôt que sa présence valait plus que ses mots. Il a grandi dans des couloirs de verre et de cuir, entouré de réunions, de flashs et de défilés de gens qui ne souriaient que lorsqu'il y avait quelque chose à gagner. À 28 ans, il était le visage de la maison Marchand, la griffe de luxe la plus influente du pays, et aussi la cible favorite de la presse people. Son nom brassait des millions, mais son âme, personne ne lui a jamais demandé si elle allait bien. Sa mère, couturière avant d'épouser le magnate de la mode, disait que la beauté résidait dans les détails. C'est avec elle qu'Alexandre a appris à broder le silence les après-midi de pluie, à l'abri des projecteurs. Mais elle est morte trop tôt, et il n'a plus jamais eu de tranquillité. Son père l'a façonné pour le monde. Apparence, contrôle, résultat. L'amour était une monnaie rare dans ces couloirs. Le point de rupture est survenu après une interview où son ex-fiancé a révélé des détails intimes de la vie d'Alexandre en échange d'un contrat publicitaire. Une blessure de plus dans le dos d'un homme qui ne savait plus à qui faire confiance. Alexandre n'a pas discuté. Il n'a pas riposté. Il a simplement disparu. Il a éteint son portable, a transféré le contrôle de l'entreprise à son bras droit et a pris la route sans destination. Il est arrivé au village côtier par hasard, un endroit sans enseigne lumineuse où les voisins se saluaient encore par leur nom. Il a loué une chambre simple avec un lit en bois et un ventilateur bruyant. Il a signé sous le nom de Alex et a trouvé un petit boulot dans une application de livraison. Pour la première fois, personne ne le regardait en essayant de calculer son solde bancaire. Là, il n'était qu'un autre gars mince à vélo, luttant pour payer ses factures. Mais le soulagement fut de courte durée. Le mensonge, même petit, a un poids. Et le sien a commencé à peser chaque fois qu'il croisait le regard d'Élise. Il y avait quelque chose en elle qui le déconcertait. Ce n'était pas la beauté ni sa manière directe. C'était le silence qu'elle portait. Comme quelqu'un qui a déjà trop fait confiance et s'est brisé en essayant de réparer les autres. Il voulait tout lui raconter, mais comment expliquer que même son nom était faux? C'est là que tout a commencé à s'effondrer. Alexandre ne savait pas exactement ce qu'il cherchait quand il a tout laissé derrière lui, mais il savait ce qu'il ne supportait plus, être vu et, en même temps, être invisible. D'aussi loin qu'il se souvienne, les gens l'avaient traité comme un concept, l'héritier, le égérie de la marque, l'homme idéal affiché en vitrine. Même ses faiblesses semblaient montées pour une campagne marketing. Il était admiré par ceux qui ne le connaissaient pas et jeté par ceux qui prétendaient l'aimer. Il voulait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, quelque chose qui n'était pas à vendre ni en vitrine ni dans les clauses d'un contrat. Il voulait être aimé pour ce qu'il était quand le monde cessait de regarder.
Ce désir n'est pas né d'un seul coup, mais s'est accumulé au fil des ans, fait de petites trahisons, d'amitiés intéressées et de relations qui commençaient par des dîners coûteux et se terminaient par de faux titres de journaux. La goutte d'eau finale fut ce que son ex-fiancé a révélé à la télévision, qu'il pleurait en écoutant de vieux vinyles et écrivait des lettres qu'il n'envoyait jamais. Elle a ri en racontant cela, comme si c'était une faiblesse. Mais pour Alexandre, c'était tout ce qui lui restait de vrai. Quand il est arrivé au village, la première chose qu'il a faite a été de marcher pieds nus sur le sable. Le sol simple lui rappelait son enfance, lorsque sa mère l'emmenait à l'atelier et le laissait choisir les boutons colorés. Elle disait que les détails en révélaient plus sur une personne que ce qu'elle disait à voix haute. Durant ses premiers jours comme livreur, Alexandre a ressenti une étrange forme de liberté. Personne ne connaissait son nom de famille. Personne ne le photographiait. Les pourboires étaient maigres, mais les merci étaient sincères. Et ça, pour lui, c'était déjà une révolution. Mais ce n'est que lorsqu'il a rencontré Élise que tout en lui a vraiment commencé à changer. Elle n'était pas ce à quoi il s'attendait. Elle n'essayait pas de plaire, ni ne faisait d'efforts pour être sympathique. Elle travaillait bien plus qu'elle n'aurait dû, dormait moins qu'il n'en fallait et avait une façon de regarder les gens comme si elle n'attendait plus rien d'eux. Au début, Alexandre a pensé que c'était de la froideur. Puis il a compris. C'était une défense. Élise avait les mains marquées par le fil et les aiguilles. Ses doigts étaient toujours couverts de petites coupures. Et pourtant, elle cousait avec une délicatesse qui semblait impossible. Il y avait quelque chose de poétique dans la façon dont elle transformait un tissu bon marché en quelque chose de beau. Comme si elle voulait dire, sans mots, que tout, même ce qui est jeté, mérite une seconde chance. Alexandre a commencé à inventer des excuses pour livrer dans sa rue. Parfois, ce n'était même pas la bonne adresse, mais il se présentait avec un sac et un sourire timide. Elle le remarquait, bien sûr, mais elle faisait semblant de ne pas voir. Un après-midi, en la voyant fermer l'atelier, il a commenté « Vous avez l'air fatigué ». Elle a répondu sans le regarder « Je suis surtout fatigué de faire confiance à ceux qui mentent trop bien ». Cette phrase a résonné dans sa tête pendant des jours. Il savait qu'il marchait sur un terrain fragile. Élise avait déjà souffert, et il ne serait pas juste de lui faire revivre ça. Mais comment expliquer qu'il n'était pas seulement ce qu'elle voyait, et en même temps, il n'était plus celui qu'il avait été? Ce soir-là, il est retourné dans sa chambre et a écrit, pour la première fois depuis des années. Pas une lettre d'amour, ni une explication. Juste un cri du cœur. « Je veux être regardé sans filtre », a-t-il écrit. « Je veux être aimé pour ce que je suis quand personne n'est là. » Il le désirait de toutes ses forces. Ce n'était pas seulement une question de romance, c'était une question de dignité, de trouver, au milieu du chaos de sa propre histoire, quelqu'un qui lui tiendrait la main et lui dirait « Tu peux arrêter de faire semblant maintenant ». Mais la peur grandissait aussi. Et si, en montrant qui il était vraiment, elle s'éloignait? Et si sa vérité arrivait trop tard? Cette nuit-là, il a marché jusqu'à la plage, la mer sombre et calme en face de lui. Il a jeté ses chaussures sur le sable et est resté là, à regarder l'horizon comme s'il attendait une réponse. Il n'en a trouvé aucune, mais il a compris qu'au fond, ce qu'il désirait le plus, c'était de ne plus avoir à se cacher. Au début, Alexandre pensait qu'il pouvait tout contrôler, qu'il suffisait de garder l'histoire simple. Faux nom, travail ordinaire, routine discrète, après tout, il ne faisait de mal à personne. Il essayait juste de vivre comme une personne normale. Mais le problème, c'est qu'Élise n'était pas n'importe qui. À chaque conversation, elle semblait percer des couches qu'il avait juré avoir enterrées. Elle ne posait pas de questions sur les marques ou les goûts de luxe, mais sur les souvenirs, ce qui lui faisait peur quand il était enfant, ce qui le faisait sourire sans raison, des choses que personne d'autre ne demandait, et d'une manière ou d'une autre, il répondait, pas avec des mensonges complets, mais avec des demi-vérités. Il disait que sa mère cousait, qu'il avait grandi entouré de tissus et du bruit des machines, mais il omettait l'atelier avec des lustres en cristal dans l'immeuble de 4 étages au centre de Paris.
Il racontait qu'il avait tout abandonné après une déception amoureuse, mais n'expliquait pas que ce « tout » incluait une fortune avec 5 zéros de plus que ce que quiconque dans le village n'imaginerait jamais. Les conversations avec Élise gagnaient en profondeur sans crier gare. Elle lui parlait de son père absent, de sa mère qui avait perdu la raison après avoir tout perdu, du temps qu'elle avait passé à vendre des vêtements de friperie pour payer le loyer. Et elle parlait de ces choses sans se poser en victime, presque avec une sorte de fierté silencieuse, comme quelqu'un qui a survécu à un naufrage et qui a encore eu la force de construire un radeau avec les débris. Alexandre écoutait, et le nœud dans son estomac ne faisait que se serrer. Comment pouvait-elle faire confiance si facilement après avoir été si blessée? Comment pouvait-il cacher tant de choses après avoir été si bien accueilli? Le dilemme grandissait en silence. Parfois, il essayait de parler. Il esquissait des phrases comme « il faut que je te dise quelque chose » ou « je ne suis pas exactement celui que tu crois ». Mais il était toujours interrompu par un changement de sujet, un client qui arrivait, un commentaire de sa part sur le fait qu'elle détestait les gens qui mentaient avec calme. Et ces phrases le coupaient plus que n'importe quelle paire de ciseaux de tailleur. Un soir, Élise a mentionné son ex, un artiste plasticien qui disait vouloir une vie simple. Elle avait travaillé double pour subvenir à leurs besoins pendant des mois, pour découvrir plus tard qu'il était le fils d'un politicien influent. Quand elle lui a demandé pourquoi il ne lui avait jamais rien dit, il a répondu « Parce que je voulais savoir si tu resterais avec moi même sans le savoir ». Élise est restée silencieuse pendant des jours. Puis elle a fait ses valises, est partie sans prévenir et n'a plus jamais répondu au téléphone. Un mensonge pour se protéger reste un mensonge, dit-elle à Alexandre ce soir-là, sans savoir à quel point elle visait juste. Il a ri, mal à l'aise, et a répondu avec l'une des phrases qu'il détestait le plus prononcer. « Je comprends, mais il ne comprenait pas, ou peut-être qu'il ne comprenait que trop bien. » Ce qu'Alexandre voulait le plus, c'était qu'Élise le voie vraiment. Mais ce qu'il craignait le plus, c'était qu'une fois vu, il soit rejeté. Pas pour être pauvre. Il savait qu'elle respectait cela. Mais pour avoir fait semblant, pour avoir cru qu'il pouvait construire quelque chose de vrai sur un sol mouvant. Cette semaine-là, Élise lui a fait un cadeau, un petit morceau de tissu brodé à la main, un arbre avec de longues racines et des branches cassées. Pour que tu te souviennes d'où tu viens, dit-elle en souriant. Et Alexandre a failli s'effondrer sur place. Parce que ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il n'avait aucune idée d'où il venait vraiment. Sa version publique était un masque, sa version privée, une tentative. Et là, debout, avec ce morceau de tissu brodé dans les mains, il a senti pour la première fois qu'il tombait vraiment amoureux. Pas comme avant, pas avec des promesses et des dîners, mais avec le cœur à nu, blessé, aspirant au repos. Mais avec l'amour, la peur grandissait. La peur de perdre ce qui n'était pas encore à lui. La peur d'être un de plus sur la liste de ceux qui avaient fait croire Élise, puis avait disparu. Le mensonge qui semblait si inoffensif au début avait maintenant une voix, et un visage, et des yeux bruns, profonds, qui, chaque fois qu'il le regardait, le faisaient se demander « Me regardera-t-elle encore comme ça ?» Quand elle saura qui je suis vraiment? L'idée était simple, un événement caritatif pour récolter des fonds pour la rénovation de l'orphelinat du village. Élise a tout organisé seule. Elle a cousu des costumes pour les enfants, a monté un petit marché d'artisanat avec les habitants et a même improvisé un podium avec des tissus colorés où les petits défileraient avec leurs propres vêtements. Tout le village a aidé, mais c'était évident. L'éclat venait d'elle. Alexandre a proposé de monter les tentes. Il est arrivé tôt, a porté des caisses, a balayé le sol. Il savait qu'il ne pouvait pas réparer le passé, mais il pouvait au moins être présent à ce moment-là. Élise ne l'a pas dit, mais il l'a senti. Cet événement signifiait quelque chose pour elle. Peut-être une sorte de renaissance. La fin de l'après-midi est arrivée avec un ciel couleur rouille et une brise légère. Les gens ont commencé à arriver. Les enfants s'agglutinaient autour de la table des friandises. Élise, dans une simple robe blanche avec un foulard dans les cheveux, semblait flotter entre sourire et étreinte timide. Alexandre l'observait de loin.
comme si le monde entier était au ralenti. C'est là que tout a commencé à s'effondrer. Il aidait une dame à ajuster une affiche quand il a entendu une voix derrière lui, rieuse, moqueuse, déplacée dans l'ambiance du lieu. Mais regardez-moi ça, si ce n'est pas Alexandre Marchand, le disparu de l'année. Alexandre s'est figé, il s'est tourné lentement. Un homme grand, au bronzage artificiel, portant une chemise à motifs et des lunettes de soleil en plein coucher de soleil, souriait comme quelqu'un qui en savait plus qu'il ne le devrait. « Antoine ?» murmura Alexandre, à bout de souffle. « En chair et en os, mon pote. » Antoine a ouvert les bras. « Mec, je t'ai cherché pendant des mois. Je croyais que tu t'étais fait enlever. Et maintenant, je te trouve ici, en tongs, en train de monter une tente. C'est quoi? Une cure de détox pour héritier. » Alexandre a essayé de couper court. « Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. »« Mais qu'est-ce que tu racontes ?» a ri Antoine. « C'est de l'or en barre. Les gens vont devenir fous. » Et sans réfléchir, il a sorti son portable. « Les amis, regardez qui je viens de trouver. Alexandre Marchand, le prince de la mode, qui sert maintenant de l'eau de coco dans un village de pêcheurs. Génial !» Le direct était lancé. Et en quelques secondes, les regards ont commencé à se tourner, d'abord discrets, puis insistants. Des murmures ont commencé à s'élever comme des vagues, jusqu'à ce que, finalement, Élise apparaisse de derrière l'une des tentes, attirée par l'agitation. Elle s'est arrêtée. Ses yeux ont balayé la scène lentement, jusqu'à rencontrer le visage d'Alexandre. Il a essayé de parler, mais elle comprenait déjà. « Alexandre ?» Le nom est sorti de sa bouche à la fois comme une question et une sentence. Il a dégluti difficilement. Il s'est approché d'elle. « Élise, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi ?» Sa voix était basse mais ferme. Que le livreur qui passait tous les jours par hasard n'était qu'un héritier qui s'ennuyait et jouait à être normal. Ce n'était pas ça, je le jure. Au début, oui, je fuyais. Mais après, c'était toi. C'était moi, a-t-elle ri amèrement. Alors, pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Antoine a tenté d'intervenir, toujours avec son portable à la main. Hé, calmez-vous, je ne savais même pas qu'il se cachait. J'ai juste trouvé ça drôle, je ne voulais pas. Élise l'a ignoré. Je t'ai tout dit, Alexandre, tout. Je me suis ouverte, j'ai fait confiance. Je t'ai parlé de mon passé, de ce que j'ai vécu avec des gens qui mentent pour paraître plus simples qu'ils ne le sont. Et toi, tu as fait la même chose. Je suis tombé amoureux de toi. Ça, ce n'était pas un mensonge. Elle a reculé d'un pas. Mais toi, tu l'étais. Un lourd silence est tombé. Les gens autour ne se cachaient plus. Certains chuchotaient. D'autres la regardaient avec déception. Ce village était petit. La loyauté était une chose sérieuse par ici, et personne n'aimait se sentir floué. Surtout par quelqu'un qui pouvait acheter toute la rue d'un claquement de doigts. Alexandre a vu les yeux d'Élise se remplir de larmes. Pas celles qui coulent. Celle qui reste contenue, ferme, comme un barrage sur le point de rompre. Mais elle n'a pas pleuré. « Pas là, sors de mon chemin », a-t-elle dit. « Pars, c'est tout. » Il a hésité, puis a obéi. Il s'est écarté. Elle est passée devant lui, sans un regard en arrière. Le direct d'Antoine était toujours en cours. « Éteins ça », a murmuré Alexandre. « Mec, désolé, je pensais que ce serait drôle. » Alexandre a attrapé le portable et l'a éteint d'un geste ferme. Puis il le lui a rendu. Il n'a rien dit de plus. Ce n'était pas nécessaire. Élise a disparu entre les tentes. Il ne l'a plus revue ce soir-là. Il est resté là, planté, pendant que le ciel s'assombrissait et que les lumières de la foire s'allumaient une à une. Les enfants ont défilé. Les gens ont continué à feindre la normalité. Mais l'éclat avait disparu. La vérité, quand elle arrive en retard, blesse plus que le mensonge. Et ce soir-là, Alexandre a compris le poids exact de son omission. Ce n'était pas ce qu'il avait caché, c'était ce qu'elle avait révélé, et il n'avait pas eu le courage de répondre avec la même sincérité. Quand il est enfin parti, le sol semblait plus instable, les visages autour plus distants. L'endroit où il pensait avoir trouvé la paix résonnait maintenant d'un seul sentiment. La honte. Élise n'est pas rentrée chez elle cette nuit-là.
Non pas parce qu'elle n'avait nulle part où aller, mais parce qu'elle ne voulait pas être entourée de murs qui gardaient des souvenirs de lui. Elle a marché sur la plage, jusqu'au pied de la jetée abandonnée. S'est assise sur le sable humide et a laissé le temps passer. Elle n'a pas pleuré, pas encore. Elle était anesthésiée, comme si tout était arrivé à quelqu'un d'autre, une version d'elle-même qui, une fois de plus, avait cru, une fois de plus, était tombée. Elle a fermé les yeux et a essayé de se souvenir du moment exact où elle avait commencé à lui faire confiance. C'était peut-être quand il avait proposé de l'aider à peindre l'enseigne de l'atelier, ou quand il était arrivé avec de la glace un jour où tout semblait aller de travers. Ou peut-être était-ce quand, sans le savoir, il avait récité une phrase identique à celle que sa mère avait l'habitude de dire. « Les choses faites avec les mains portent plus que des coutures, elles portent une âme. » C'est ça qui faisait mal. Il savait dire les mots justes, mais il n'avait pas eu le courage d'être la bonne personne. Élise est rentrée chez elle, alors que le ciel commençait à s'éclaircir. Elle n'a pas allumé la lampe. Elle a marché dans le noir, guidée uniquement par les contours familiers des meubles. Elle a ouvert l'armoire, a sorti la boîte en bois où elle gardait les tissus les plus anciens et en a pris un morceau de lin brut que sa mère avait rapporté de la campagne des années auparavant. Il était spécial, il n'avait jamais été utilisé. Elle a étalé le tissu sur la table et a commencé à dessiner. Non pas une robe, mais une sorte de cape, sans raison claire, sans fonction apparente. Elle avait juste besoin de coudre. Elle avait besoin de transformer la douleur en fil, la colère en point, la solitude en trame. De l'autre côté du village, Alexandre était assis dans sa chambre de pension, la même où il était arrivé des mois plus tôt avec l'illusion qu'il pourrait repartir de zéro. Maintenant, la chambre semblait plus petite, étouffante. Les murs semblaient répéter son nom. Il a essayé de dormir, mais le silence était un juge cruel. Il a ouvert son ordinateur portable pour la première fois depuis des semaines. 17 emails non lus de l'équipe de l'entreprise. Des messages de son père, de son avocat, du conseil d'administration. Tous voulaient savoir où il était, quand il reviendrait, s'il était en sécurité. Il l'était, mais il n'était pas entier. Le lendemain matin, Alexandre a quitté sa chambre tôt. Il a marché jusqu'au petit café où il avait l'habitude d'acheter des croissants bon marché et du café fade. La fille derrière le comptoir, qui souriait toujours, s'est contentée de hocher la tête. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé comment il allait. Les nouvelles vont vite dans les petits villages. Et Élise était trop aimée pour que quiconque prenne son parti. Il a passé le reste de la journée à errer dans les rues, sans but. Il s'est arrêté devant l'atelier fermé. Le panneau de retour dans 15 minutes pendait de travers sur la porte, mais il savait que c'était un mensonge. Elle ne reviendrait pas de sitôt. Il a sorti de sa poche le morceau de tissu brodé qu'elle lui avait donné des semaines plus tôt. Il a passé les doigts sur les racines brodées et a senti un serrement dans sa poitrine. L'arbre semblait plus vivant que lui. Il est retourné dans sa chambre et a commencé à écrire. Il voulait tout expliquer. Parler de son enfance, de l'étouffement d'être qui il était, dire que, pour la première fois, il s'était senti réel. Mais en relisant les mots, tout sonnait comme des justifications. Et se justifier, c'est une façon polie de fuir la culpabilité. Il a tout effacé, a réécrit, puis a déchiré. Les jours suivants, il a tout essayé. Il a envoyé des messages. Aucun n'a reçu de réponse. Il a laissé des mots. Tous ont été ignorés. Il a attendu des heures devant l'atelier. Rien. Le 3e jour, il a vu Élise sortir avec une boîte dans les mains. Elle a traversé la rue sans regarder de côté. Il a failli l'appeler. Mais il ne l'a pas fait. Il savait que si elle tournait les yeux et le voyait, comme ça, il ne le supporterait pas. Le village a commencé à le traiter comme une ombre. Là où il y avait eu de la sympathie, il y avait maintenant de la distance. Les salutations ont disparu. Les conversations cessaient quand il passait. Le village était trop petit pour les faux-semblants. Et les gens trop riches, même déguisés, laissaient toujours des traces.
Madame Dubois, qui lui offrait toujours un morceau de gâteau l'après-midi, laissait maintenant l'assiette sur le pas de la porte. Sans mots, sans sourire, juste la nourriture, tiède, silencieuse. Alexandre a passé la nuit sur la jetée, au même endroit où Élise s'était assise. Il est resté là, les pieds dans le vide, essayant de comprendre comment on pouvait se perdre à ce point en essayant d'être trouvé. Le lendemain matin, il a pris sa décision. Il a fait ses valises, a payé la pension, a remercié d'un bref signe de tête et a marché jusqu'à l'arrêt de bus, la tête basse et les épaules voûtées. Il n'a pas attiré l'attention. Il n'a pas dit au revoir. Le retour à Paris a été silencieux. La grande ville l'a avalé sans poser de questions. Personne là-bas ne se souciait de son absence, parce que, d'une certaine manière, il n'avait jamais vraiment été là. En arrivant à son appartement, il s'est assis sur le balcon et a regardé la vue. Les immeubles semblaient avoir encore grandi. Tout était immense, mais à l'intérieur de lui, tout était petit. Il a ouvert son placard, il a vu les costumes alignés, les chaussures cirées, les parfums chers. Il a touché chaque chose comme si elle ne lui appartenait pas. Après avoir fait semblant d'être un autre pendant si longtemps, il ne savait plus qui il était. Et pour la première fois, cela l'a terrifié. Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un qui semblait sincère, pour découvrir ensuite que tout n'était qu'un masque bien construit? Si cela vous est déjà arrivé, commentez « Je connais ça », juste pour que je sache que vous êtes là. Vraiment. Parfois, la douleur d'être trompé ne vient pas du mensonge, mais du temps que l'on a passé à croire que, enfin, il était sûr d'aimer. Élise était dans son jardin quand la lettre est arrivée. Il n'y avait pas d'enveloppe à en-tête, ni d'expéditeur. Juste une feuille pliée avec son nom écrit à la main. Le papier portait des marques de plis répétées, comme si quelqu'un l'avait écrite, avait hésité, l'avait rangée et rouverte plusieurs fois avant de finalement la livrer. C'est Madame Dubois qui a trouvé l'enveloppe sur le seuil tôt le matin. Elle a dit qu'elle n'avait vu personne. Elle a juste pensé qu'Élise devait la lire. Élise ne l'a pas ouverte immédiatement. Elle a passé la journée avec la lettre dans la poche de son tablier, sentant son poids comme un rappel inconfortable. Elle ne savait pas si elle voulait affronter d'autres mots d'Alexandre, mais elle ne pouvait pas non plus la jeter. Quand le soleil a commencé à se cacher derrière les toits, elle a allumé la lanterne dans l'atelier et, pour la première fois depuis des jours, s'est assise dans le fauteuil à bascule de sa mère. Elle a pris une profonde inspiration, a ouvert le papier. Ce n'était pas une justification, ni des excuses élaborées. C'était une confession. Élise, je ne sais pas si tu liras ceci. Peut-être que tu aimais plus la version que tu pensais que j'étais que ce que je suis vraiment. Et ce n'est pas grave. J'écris parce que j'en ai besoin. Parce que je ne sais plus si j'ai le droit de te parler, mais j'ai quand même besoin de te dire ce que je n'ai pas réussi à dire. Je me suis enfui, pas seulement de ma vie, mais de moi-même. Je me suis caché derrière un uniforme, un faux nom, parce que j'étais fatigué d'être aimé pour les apparences. Mais ensuite, tu es apparu, et tout a changé. J'aurais dû te le dire, j'aurais dû avoir le courage. Mais pour la première fois, j'étais vu, pas comme un marchand. Pas comme un héritier, mais comme un homme. Et j'ai eu peur, une peur égoïste, de perdre ça. La vérité, c'est que je n'ai rien à demander. Je voulais juste te remercier, de m'avoir fait sentir pendant quelques semaines que j'étais quelqu'un au-delà du mensonge. Tu as été l'endroit où mon silence a cessé de faire mal, Alexandre. Quand elle a fini de lire, Élise est restée immobile. Le texte était brut. Aucune tentative de manipulation, aucune phrase toute faite, juste un homme dépouillé d'arguments, parlant de sa douleur avec honnêteté. Elle n'a pas pleuré. Mais pour la première fois, elle a laissé le ressentiment s'estomper, pas tout à fait du pardon, mais du doute. Et s'il disait la vérité maintenant? Le bruit de pas derrière elle l'a tiré de sa transe. C'était Théo, avec son tablier taché de peinture. « Madame, ça va ?» Elle l'a regardé comme si elle revenait tout juste au monde réel. Oui, je lisais juste de vieilles choses. Elle n'a pas mentionné Alexandre, ni la lettre. Mais cette nuit-là, au lieu d'éteindre les lumières de l'atelier et d'aller se coucher tôt,
Élise a ouvert la boîte de patron qu'elle avait rangée quand il était parti. Elle a sorti une feuille blanche et a commencé à dessiner. Pas une robe, ni une cape, mais une veste. Avec des lignes fermes, une coupe droite et un détail sur le poignet. Une petite couture avec la lettre A, faite au point invisible. Pendant ce temps, Alexandre passait ses journées à essayer de ne pas penser à elle, et a échoué. Il était retourné à Paris, oui, mais pas à sa routine. Il ignorait les réunions, les emails, les invitations. Il passait ses matinées à marcher sans but, les yeux cherchant toujours quelque chose qu'il ne pouvait nommer. C'est lors d'une de ces promenades qu'il est entré par hasard dans une vieille boutique de tissus du centre historique. La vendeuse, une dame âgée, l'a accueilli avec un sourire timide. « Vous cherchez quelque chose de particulier ?» a-t-elle demandé. Il a hésité. De la toile de coton brut, avec une texture assez solide. Elle a apporté un rouleau. Alexandre a touché le tissu et s'est immédiatement souvenu de l'atelier d'Élise, de la boîte de patron, des broderies à la main. Et alors, sur place, il a décidé qu'il en ferait quelque chose, pas pour impressionner, pas pour se racheter, mais pour honorer ce qu'il avait ressenti. Il a acheté le tissu, l'a ramené chez lui, et, pour la première fois depuis des années, il a sorti la machine à coudre de sa mère, rangée sur l'étagère la plus haute de la buanderie. Il ne savait plus coudre comme avant. Le fil s'échappait, la canette se bloquait. Mais il a insisté. Il s'est trompé des dizaines de fois. Et quand enfin, il a réussi à terminer une pièce, simple, imparfaite, avec des points de travers, il a souri. C'était une veste d'homme, toile brute, avec une doublure douce et une petite poche cousue à la main à l'intérieur, où il a laissé, cousu au point manuel, un morceau de la lettre qu'il avait écrite. Ce n'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était réel. Et parfois, pensait Alexandre, ce qui est réel suffit. Cette semaine-là, Élise s'est réveillée plus tôt que d'habitude. Le visage encore marqué par la fatigue, mais les yeux plus aussi éteints. Au lieu de mettre son tablier habituel, elle a choisi une vieille chemise de son père, nouée à la taille, et a mis un collier qu'elle ne portait plus depuis des années. Un cadeau de sa mère, fait de perles bleues qui, disait-elle, protégeait des chagrins répétés. Elle s'est assise devant sa machine à coudre, mais cette fois, il n'y avait ni commande, ni délai. Elle a cousu pour elle, point par point. Une pièce simple, une jupe longue, en tissu léger. Sur la ceinture intérieure, elle a brodé la phrase « Je suis encore là ». Elle voulait s'en souvenir chaque fois qu'elle la porterait, que, malgré tout, elle était toujours elle. Pendant ce temps, Théo observait de loin. Le garçon, qu'il avait toujours vu comme une force inébranlable, percevait maintenant la fragilité entre ses gestes, mais aussi une sorte de renaissance. Élise était plus silencieuse, oui, mais elle avait recommencé à sourire toute seule, et ça, c'était nouveau. En fin d'après-midi, elle est sortie se promener. Les voisins l'ont saluée de signes de tête subtils, certains encore prudents. L'histoire avec Alexandre s'était répandue, ou du moins des bribes. Mais personne n'osait commenter. C'était comme si tout le monde savait que certaines douleurs méritent le silence autour. Elle s'est arrêtée devant l'ancien arrêt de bus où, des mois plus tôt, Alexandre attendait ses livraisons. Le banc était toujours là, le même dossier tordu, la même peinture écaillée. Elle s'est assise, a senti le vent sur son visage. Et pour la première fois, elle n'a pas pensé à comment tout aurait pu être différent. Elle a juste pensé « et maintenant ?» De l'autre côté du pays, Alexandre se réveillait aussi. Non pas avec des promesses de changement, ni des discours de développement personnel, mais avec de petites actions. Dans les jours qui ont suivi la lettre, il a commencé à dessiner de nouvelles idées, mais pas pour sa marque. Des croquis de vêtements accessibles, faits avec des matériaux simples. Il a contacté une association qui soutenait les couturières indépendantes dans les quartiers populaires. Il a proposé son aide, sans utiliser son nom de famille. Il a juste dit « Je veux aider avec ce que je sais ». Il a été refusé 2 fois, la méfiance et la défense de ceux qui ont déjà été ignorés. Mais, à la 3e, quelqu'un a vraiment écouté. Alexandre a commencé à se rendre au centre communautaire le mercredi. Il apportait du café, des tissus donnés, griffonnait des patrons avec les couturières, écoutait leurs histoires. Il ne donnait pas d'ordre. Il posait des questions.
Il suggérait des solutions, mais les laissait choisir leur chemin. Il apprenait à exister sans contrôle. Et là, au milieu de coutures de travers et de vieilles machines, il sentait qu'il était revenu à quelque chose que la vie lui avait enlevé trop tôt. Un sens. Un après-midi pluvieux, l'une des couturières les plus âgées, Madame Geneviève, lui a dit « Vous avez les mains de quelqu'un qui a beaucoup fait d'erreurs, et c'est pour ça que vous avez appris à y aller doucement. » Il a souri, parce qu'elle avait raison. Les visites au centre sont devenues une routine. Et Alexandre, sans s'en rendre compte, a commencé à sourire plus qu'avant. Il n'évitait plus les miroirs. Il ne répondait plus aux emails de l'entreprise avec culpabilité. Il a répondu parce qu'il le voulait, avec des limites. Il a refusé la campagne millionnaire avec des influenceurs. Il en a proposé une autre, raconter les histoires vraies de couturières invisibles. Le conseil d'administration a fait la grimace. Son père l'a ignoré. Mais il a maintenu son idée. Il a créé une ligne pilote de vêtements simples, inspirée des femmes qu'il avait rencontrées. Les étiquettes portaient de courtes phrases brodées par des mains anonymes. Sur l'une d'elles, il a lu « On sait aussi coudre l'avenir ». De son côté, Élise continuait son chemin intérieur. Elle ne cherchait pas de nouvelles d'Alexandre. Mais elle ne s'empêchait pas non plus de se souvenir. Elle a gardé la lettre dans un vieux livre de sa mère. L'amour au temps du fil. Un recueil de nouvelles sur des femmes qui cousaient pour survivre. Elle a renoué avec quelques anciennes clientes. Mais elle a refusé de nouvelles grosses commandes. Elle voulait du temps, de l'espace. Elle a commencé à enseigner à Théo avec plus de patience. Elle le laissait faire des points de travers, couper les patrons de guingois. Et elle disait, en souriant, « Il n'y a que ceux qui acceptent de beaucoup se tromper qui finissent par réussir. » Elle ne le savait pas, mais elle parlait d'elle. Un samedi, Élise a reçu un colis de Paris, un paquet simple, sans expéditeur. À l'intérieur, une veste, toile brute, finition manuelle. Sur la doublure, une petite poche avec quelque chose de brodé, une lettre A. Elle a glissé la main dans la poche. Elle y a trouvé un morceau de tissu cousu avec une phrase qu'elle connaissait déjà. « Tu as été l'endroit où mon silence a cessé de faire mal. » Elle s'est assise par terre, la veste sur ses genoux. Elle ne savait pas quoi penser, ni si c'était un nouveau départ. Mais elle n'a pas non plus ressenti de colère. À cet instant, elle a juste senti ceci. Il essayait, seul, loin d'elle, sans rien promettre. Et peut-être que c'était déjà un début. Alexandre s'est réveillé avec le sentiment dérangeant que quelque chose devait être fait. Pas une autre lettre, pas un autre geste caché ou symbolique. Il était temps de s'exposer, pour de vrai comme jamais auparavant. Sans scénario, sans conseiller, sans armure émotionnelle. Il ne voulait plus contrôler le récit. Il voulait simplement le raconter, pour la première fois. Il est allé à l'atelier du centre communautaire et a invité Madame Geneviève et les autres couturières à discuter. Elles étaient assises autour de la vieille table de coupe, buvant du café au lait et mangeant du pain de la veille. Il s'est levé, le regard ferme, la respiration lente. « Je dois vous demander une faveur », a-t-il commencé. « Mais seulement si vous pensez que ça a du sens. » Elles ont écouté. Et à la fin, Madame Geneviève a été la première à dire « Si c'est pour montrer ce qu'on vit vraiment, on t'aide. Mais c'est toi qui dois te montrer, mon garçon, sans cacher ton nom, sans jouer la fausse humilité. » Alexandre a hoché la tête. C'était exactement ce qu'il voulait. 2 semaines plus tard, un événement a été annoncé sur un réseau social local. Défilé populaire, couture réelle, gens réels. Il n'y avait pas de marque de luxe, ni de sponsoring de magazine. Le podium serait installé sur la place du village côtier où tout avait commencé. Un village de bord de mer où Alexandre avait été invisible pendant des mois. Maintenant, il reviendrait en étant lui-même et accepterait ce qui viendrait. La veille de l'événement, il est arrivé seul, sans équipe, sans photographe professionnel. Il a dormi dans la même pension où il n'avait été que Alex. Madame Dubois l'a accueilli avec neutralité, mais avec un regard qui ne jugeait pas. Il observait simplement. Elle lui a indiqué la même chambre qu'avant et a dit « Si vous revenez, que ce soit avec les pieds propres et la tête sur les épaules. » Il a souri.
reconnaissant. Il savait que là-bas, chaque geste valait plus que 1000 mots. Le lendemain matin, la journée s'est levée chaude, avec le vent salé venant de la mer. La place du village était différente. À la place des bannières d'entreprise, il y avait des tissus colorés suspendus aux poteaux, chacun cousu par l'une des femmes du projet. Les mannequins, des jeunes du village, des couturières, des dames âgées, des enfants, tous portant des pièces faites de chutes, de restes et d'histoires. Pas de musique forte, pas de célébrité. Quand Alexandre est monté sur la petite estrade improvisée, quelques visages l'ont reconnu. D'autres attendaient simplement quelque chose de différent. Il tenait un micro simple, les mains tremblant légèrement. Il a pris une profonde inspiration. « Bonjour à tous ». Le son s'est propagé doucement sur la place. Peut-être que certains ici me connaissent comme Alex, d'autres comme Alexandre Marchand. Des murmures, des mouvements discrets. Pendant des mois, j'ai vécu dans ce village en me cachant, en prétendant être quelqu'un de plus simple, de peur d'être aimé pour ce que je représente, et non pour ce que je suis. Pause. J'ai été malhonnête, surtout avec une personne qui m'a montré ce que signifie la vérité. Et je ne suis pas ici pour présenter des excuses publiques. Ce serait trop facile. Je suis ici pour me mettre à nu, non pas mes vêtements, mais le personnage. Il a regardé autour de lui. Il savait qu'Élise pouvait être là, ou pas, mais il a continué. J'ai grandi entouré de luxe, mais je n'ai jamais eu l'impression d'en faire partie. Ma mère m'a appris à coudre, et la vie s'est chargée de m'apprendre à coudre des mensonges, jusqu'à ce qu'une femme me montre que ce qu'on coude avec vérité, ça dure. Même si ça fait mal. Il a pris un cintre à côté de lui. C'était la veste qu'il avait cousue. Elle était froissée, usée, mais propre, vivante. Cette pièce a été faite par moi, avec des mains qui ont appris à faire des erreurs. Elle est imparfaite, et c'est exactement comme ça que je me sens. Mais, même imparfaite, elle existe. Et moi aussi. La place était silencieuse. Des enfants assis par terre. Des anciens appuyés contre les arbres. Certaines personnes filmaient, d'autres écoutaient simplement. Aujourd'hui, Marchand, oui, la marque de ma famille, va lancer une ligne de vêtements faite par de vraies couturières. Chaque pièce racontera l'histoire de celle qui l'a faite. Chaque vente soutiendra un projet communautaire comme celui-ci. Nous n'allons pas utiliser de visages célèbres, nous allons utiliser des gens, des vrais gens, plus de murmures. Une jeune femme a applaudi, puis une autre. Et bientôt, la place a commencé à réagir. Pas avec des cris, mais avec une sorte d'applaudissement qui vient de la compréhension, et non du spectacle. Alexandre est descendu de l'estrade. L'événement a continué. Les enfants ont défilé. Les vêtements ont charmé. Les dames souriaient en voyant leur travail loué par des gens qui, avant, les ignoraient. Il s'est assis au bord de la place, épuisé, vide, mais léger. Il sentait que, pour la première fois, il ne devait rien à personne, ni explication, ni image, juste sa présence. Et puis, au milieu du va-et-vient, entre les couleurs et les voix, il a vu quelqu'un arrêté près du stand de jus de fruits. C'était elle, Élise. Elle portait la longue jupe qu'elle s'était faite. Elle était seule, ne souriait pas. Mais le regard n'était plus le même. Il n'y avait pas de colère, ni de pardon. Juste de la reconnaissance. Elle s'est approchée lentement. Il s'est levé, le cœur battant, mais sans espoir, juste avec respect. « Tu as dit que tu voulais te montrer » a-t-elle commencé, calme. « Et tu l'as fait. » Il a dégluti. « Je n'attends rien. »« Je sais » a-t-elle répondu. « Et c'est peut-être pour ça que quelque chose a changé. » Ils sont restés là, debout, l'un en face de l'autre. Il ne l'a pas touchée, n'a pas imploré. Elle ne s'est pas déclarée, n'a rien promis. Mais avant de s'éloigner, elle a dit « La veste ». Elle m'allait, mais ce n'était pas la taille qui comptait. C'était le geste. Et elle est partie. Non pas comme quelqu'un qui tourne le dos, mais comme quelqu'un qui laisse la porte entr'ouverte. Le lendemain du défilé, le village s'est réveillé différent. Non pas à cause des lumières ou de l'événement en soi, mais à cause de quelque chose de plus subtil. Les conversations. Dans les cafés, les boulangeries, sur les trottoirs devant les maisons, le nom d'Alexandre revenait entre les tasses et les soupirs. Mais, cette fois, sans mépris.
Il a bien parlé, n'est-ce pas? Murmura Madame Alice, une couturière aux mains tremblantes, en livrant le pain au marché. Et il semblait sincère, répondit le boulanger en fronçant les sourcils. Je n'ai jamais vu un homme riche trembler comme ça en tenant un micro. Au centre communautaire où travaillaient les couturières, l'ambiance était différente. Les photos de l'événement commençaient à circuler sur les réseaux. L'une des vidéos, le discours d'Alexandre, avec la place silencieuse, est devenue virale. Des milliers de vues en moins de 24 heures. Des commentaires de personnes de tout le pays. Je n'ai jamais pleuré en regardant quelqu'un parler de couture. Ce type est authentique. Je veux acheter des vêtements avec une âme. À Paris, les emails professionnels ont explosé. L'équipe de la maison Marchand était partagée entre le choc et l'admiration. Certains cadres ont tenté de réagir. D'autres ont suggéré un contrôle des dégâts. Mais une partie de l'équipe, la plus jeune, la plus lasse des campagnes vides, a élevé la voix. C'est ce dont la marque avait besoin. Un visage avec une vérité. Un projet avec un but. Pour la première fois, cela semble humain. Le père d'Alexandre, Jean-Pierre Marchand, a regardé la retransmission sans dire un mot. Il n'a pas appelé, n'a pas envoyé de message. Mais il ne l'a pas réprimandé non plus. Il s'est simplement assis dans son bureau, entouré de cadres dorés, et a regardé fixement une vieille photo. Alexandre, encore enfant, à côté de sa mère, en train de coudre un morceau de tissu bleu. Il était peut-être temps de repenser l'héritage. Mais le monde ne change pas seulement avec des discours, et Alexandre le savait. Il est donc retourné au village, pas en fanfare, mais avec calme. Il est retourné pour continuer ce qu'il avait commencé. Il a organisé de nouveaux ateliers, a créé des bourses pour les jeunes apprentis, a mis en place un système de partage des bénéfices entre la marque et les couturières. À chaque vente, un pourcentage allait directement dans les mains de celles qui cousaient. C'était peu au début, mais c'était juste, c'était réel. Les gens qui l'évitaient auparavant s'approchaient maintenant lentement. Un signe de tête par-ci, un bonjour par-là. Les enfants ont commencé à l'appeler le monsieur à la veste. Et peu à peu, il a cessé d'être un intrus. Mais ce qui le touchait le plus, c'était encore le silence d'Élise. Elle était toujours au village. Elle travaillait, cousait, enseignait à Théo avec plus de patience qu'avant. La jupe qu'elle avait portée au défilé était devenue une pièce maîtresse de sa garde-robe, toujours associée à des chemisiers légers et les cheveux attachés haut. Elle marchait avec légèreté, comme quelqu'un qui ne portait plus le poids de la déception, mais qui gardait tout de même ses distances. Elle ne le fuyait pas, mais elle ne s'approchait pas non plus, jusqu'à ce qu'un après-midi ordinaire, tout change. Il était assis à l'ombre d'un mûrier, révisant des dessins pour le prochain projet, quand il a entendu des pas légers sur le gravier. Il a levé les yeux. C'était Élise. Elle portait un jean, des sandales, et tenait un paquet emballé dans du tissu. « Je t'ai apporté une commande », dit-elle d'un ton neutre, mais le regard ferme. Il s'est levé, confus. Pour moi, elle a hoché la tête et lui a tendu le paquet. Il était léger, carré. Quand il l'a ouvert, il a vu une chemise blanche, en lin, avec des boutons en bois et une petite broderie sur le col. Un point d'interrogation. C'est pour te rappeler de continuer à te poser des questions. « Toujours », dit-elle. Il a souri, les yeux humides. « Je me demande encore si un jour j'aurai le droit de réessayer avec toi. » Élise a croisé les bras, pensive. Elle a regardé l'horizon où la mer commençait à avaler le soleil. « Essayer n'est pas un droit. C'est un choix. Tu es déjà en train d'essayer. Et moi, j'observe. » Silence. « Et puis-je demander ?» dit-il, ravalant son insécurité. « Ai-je encore une chance ?» Elle l'a regardé dans les yeux, sans peur, comme elle le faisait avec tous les tissus qu'elle déchirait pour les refaire à neuf. « Tu as la vérité maintenant. Et c'est plus que ce que beaucoup de gens ont. » Elle s'est retournée pour partir, mais avant de faire le premier pas, elle a murmuré « Mais, pour l'instant, vas-y doucement. Tu es en train de coudre à l'intérieur maintenant. » Et elle est partie. Alexandre est resté planté là, la chemise entre les mains. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas de l'amour, mais c'était le début d'un nouveau genre de respect.
Le lendemain, il a porté cette chemise pour la réunion avec les nouveaux partenaires de la marque. Il a refusé les costumes italiens, les stylistes de dernière minute. Il s'est présenté tel qu'il était. Les investisseurs ont été surpris. Mais personne n'a posé de questions. Il y avait quelque chose dans les yeux d'Alexandre qu'on ne voyait pas dans les catalogues, de l'intégrité. À la sortie, un jeune stagiaire s'est approché et a dit « J'ai vu votre vidéo. Ma mère est couturière. Merci de lui donner une voix. » Alexandre l'a remercié d'une poignée de main et d'un « Dites-lui que de belles choses sont encore à venir. » Et quand il est retourné au village, ce soir-là, marchant les chaussures à la main et la brise sur le visage, il a ressenti quelque chose de nouveau, pas du soulagement, pas du bonheur, mais un sentiment d'appartenance, parce que, enfin, le monde ne le reconnaissait pas pour ce qu'il cachait, mais pour ce qu'il avait osé montrer. Et ça n'avait pas de prix. Alexandre a appris que la vérité n'arrive pas comme un coup de tonnerre, elle n'explose pas, elle s'infiltre, petit à petit, à travers les fissures. D'abord, elle effraie. Ensuite, elle guérit. Pendant longtemps, il a cru qu'il devait être parfait pour être aimé, parfait pour être accepté. Il a grandi en entendant que l'échec était une faiblesse, que la vulnérabilité était un luxe pour les gens ordinaires. C'est pour ça qu'il s'est caché, c'est pour ça qu'il a menti. Mais ce qu'Élise lui a montré, même sans le promettre, c'est que personne n'a besoin de cacher ce qui fait mal pour être digne d'affection. En fait, c'est le contraire. L'amour véritable n'a pas peur des fissures. Il regarde à l'intérieur et, s'il le peut, il s'y assoit un moment. C'est ça qui a changé Alexandre. Pas la perte, pas le scandale, mais le silence entre eux deux. Cet espace où il a dû se regarder sans excuse, sans applaudissements. Et où il a finalement compris, sa plus grande erreur n'a pas été de faire semblant. C'était d'avoir cru que sa version réelle n'était pas suffisante. Élise a aussi appris, elle qui a passé sa vie à être jetée, réparée, recousue à l'intérieur comme à l'extérieur, qui croyait que les gens comme elle n'étaient aimés que lorsqu'ils devenaient utiles, beaux, soignés. Elle a compris que la confiance ne se donne pas, elle se construit. Et que même si le monde lui a appris à se méfier, il faut aussi laisser des fissures ouvertes, parce que parfois, ce qui entre n'est pas une menace, c'est de la lumière. Leur histoire n'est pas devenue un conte de fées. Il n'y a pas eu de demande en mariage à genoux, ni de fin scellée par des baisers sous la pluie. Mais il y a eu quelque chose de plus grand, la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est cultivée avec soin, devient un foyer. Ils ne se sont pas promis l'éternité. Ils se sont promis la présence. Et c'est ce qui a soutenu leur nouveau départ. Alexandre a commencé à fréquenter le village, non pas comme une exception, mais comme une routine. Non pas pour être vu, mais pour être là, pour écouter, pour construire de ses mains et avec le temps. Élise, de son côté, a recommencé à créer pour elle-même. Elle a accepté qu'elle n'avait pas besoin de se protéger tout le temps. Que même après avoir été trompée, elle pouvait choisir d'aimer avec plus de conscience et moins de peur. La leçon qu'ils ont tous les deux apprise et laissée en héritage était simple, mais courageuse. Être vu fait peur, mais être invisible, même entouré de gens, fait encore plus peur. Et parfois, la plus grande preuve d'amour n'est pas de rester, c'est de laisser l'autre se montrer entièrement, même si cela prend du temps. Même si cela fait mal. Parce qu'aimer quelqu'un vraiment commence par la permission d'être qui l'on est, sans masque, sans filtre, juste de la peau et du courage. Le temps a passé, mais pas vite. Aucune histoire vraie ne se produit d'un seul coup. Les changements ne sont pas venus comme des vagues. Ils ont été plutôt comme des marées, subtils, constants, discrets. Alexandre a continué à vivre entre deux mondes. La grande ville était toujours sa base, mais elle ne le définissait plus. Il passait la moitié de la semaine à Paris, s'occupant de la maison marchand avec un nouveau conseil d'administration, désormais plus diversifié, plus humain, et les autres jours dans le village côtier, où il gardait les pieds sur terre et les yeux attentifs aux détails qu'il avait appris à apprécier. La marque a changé. Elle est sortie des vitrines en verre pour entrer dans les communautés.
Les campagnes ont cessé d'utiliser des visages plastifiés pour raconter des histoires réelles, de couturières, de brodeuses, de femmes qui n'avaient jamais été vues auparavant. La veste qu'il avait fabriquée est devenue un symbole. Elle n'a pas été vendue. Elle est restée exposée dans le centre de création comme un souvenir de l'imperfection, du nouveau départ, du courage de montrer sa propre couture intérieure. Élise, de son côté, n'a plus jamais fermé ses portes au monde, mais elle ne les a pas non plus grandes ouvertes. Elle est restée ferme dans son choix de préserver sa propre paix. Elle a ouvert un cours de couture créative pour les adolescents de la région. Leur enseigner ce que personne ne lui avait appris est devenu sa mission. Théo, son apprenti, aujourd'hui âgé de 17 ans, est devenu son bras droit à l'atelier. Il a signé sa première collection capsule avec fierté, des pièces brodées de phrases qu'il avait entendues d'Élise en apprenant à coudre. L'une d'elles, brodée en rouge sur la poche d'un chemisier blanc, disait « Le courage de continuer vient de ce qu'on ressent, pas de ce que les autres attendent. » Quant à Alexandre et Élise, ils ne se sont pas mariés, du moins pas sur le papier. Ils n'ont pas publié de déclaration. Ils n'ont pas partagé de photos de date d'anniversaire. Mais ils étaient ensemble, à leur manière. Ils prenaient le café ensemble le dimanche. Ils cousaient côte à côte en silence. Parfois, ils se disputaient pour des bêtises. Lui, pour son côté perfectionniste. Elle, pour la précipitation qu'il portait encore en lui. Mais ensuite, ils se pardonnaient, avec douceur, avec le temps. Le village a appris à les voir avec naturel. Ils n'étaient plus le couple du scandale. Ils n'étaient que deux adultes qui avaient fait des erreurs, avaient essayé, avaient insisté. Et le plus beau, personne n'a eu besoin de tout savoir. Ils n'ont pas raconté chaque détail de ce qu'ils avaient vécu. Mais ils ne l'ont pas caché non plus. Tout était visible, mais discret, comme un point invisible dans une couture. On sait qu'il est là, même sans le voir. Ce qui s'est passé ensuite, c'est ça. Ils ont continué. Pas comme un héros et une héroïne, mais comme deux êtres humains réels. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like, c'est votre façon de dire « je ressens ça aussi ». Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je lis tout, vraiment, et je réponds avec plaisir à ceux qui partagent un petit bout de leur vie ici. Si vous croyez que les histoires réelles et imparfaites ont encore leur place dans ce monde, abonnez-vous. Cette chaîne est pour vous. Et avant de partir, choisissez l'une des deux histoires qui apparaissent à l'écran maintenant. Je vous attends dans la prochaine vidéo où les émotions continuent d'être cousues avec la vérité.